Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'accueille une personne qui m'a été recommandée. On m'a dit du très grand bien. Quelqu'un de très créatif et qui a pas sa langue dans sa poche. Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, carrément. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anaïs Texier. Je suis designer de service qui s'intéresse beaucoup au game design et aux enjeux méthodologiques et comment on peut être plus créatif et s'amuser mieux au travail dans la vie de tous les jours avec un peu de méthode. Tu me tends la perche sur le mot méthode. Ouais, j'aime bien celui-là. J'aurais bien aborder avec toi un thème, c'est comment on travaille avec un manager avec qui on est en conflit niveau méthode. C'est l'histoire de ma vie. Non, quand même pas à ce point-là. Moi, j'ai plusieurs managers très cool, de managers tout court, qui avaient parfois des méthodes, parfois pas du tout, qui allaient freestyle. Et c'est vrai que moi, qui suis quelqu'un d'assez méthodique et qui en a besoin, parce que je pense que je suis assez formatée par le design de service, justement, où c'est méthode. J'ai pu rencontrer plusieurs fois des conflits, des problèmes de communication avec des managers qui soit avaient une méthode diamétralement opposée de la mienne, soit qui la rejetait et ne voulait pas bosser en méthode, plutôt artistique et tout. Et parfois, c'était compliqué. Une fois, j'ai dû bosser plusieurs années avec un manager qu'il fallait que je cadre, en fait, parce que c'est une personne qui avait l'habitude d'être très créatif et de bosser à son rythme, tout seul avec ses idées. Mais lorsqu'il fallait fédérer, lorsqu'il fallait déléguer, lorsqu'il fallait expliquer un bout du projet pour te permettre à toi de reprendre le bébé, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai dû passer beaucoup de temps à étudier ses méthodes, à étudier sa personnalité, ses enjeux, ses contraintes, ses peurs aussi, parce que ça fait partie de sa personnalité. Savoir comment une personne bosse. Et il m'a fallu, vraiment 1 an pour bien connaître ses attentes, anticiper ses réactions et savoir qu'est-ce que lui avait en tête lorsqu'il m'expliquait un brief, lorsqu'il me disait non, puis oui, juste après. Et donc, c'était compliqué, c'était frustrant, mais j'ai pris sur moi parce que je partais du principe que c'était à moi de m'adapter. J'ai appris beaucoup. Et ce qui m'a vraiment aidé à pouvoir apprécier, à bosser avec cette personne et vice versa, c'était d'être très transparent avec lui et de dire là je comprends pas, ou alors ce brief il est pas clair, ou alors attends, ça fait 4 fois que tu me fais un retour et en fait on est la veille et les retours c'est les mêmes à chaque fois, il y a un souci. Aussi très transparent, faut aussi très précieux de dire à quelqu'un quand t'apprécies, bosser avec. Ça veut pas dire je me suis rendu compte que tu pouvais apprécier tes collègues même si tu n'aimais pas bosser avec eux en termes de méthodologie, d'ambiance de travail, de philosophie de vie et tout. Et donc, la transparence, c'est pas mal. La communication, c'est cool aussi. Pouvoir prendre des cafés aussi, c'est sympa. Et débriefer à froid, tu sais, c'était compliqué comme cette phase-là. On s'est un peu engueulé. Attends, là, c'est intéressant, là. T'es engueulé. Justement, comment tu fais, justement, pour l'aborder sans que ça parte en sucette, en fait? Parce que, oui, ça peut être chaud, tu vois. Et si ça explose, comment on évite le chemin de non-retour? Comment tu l'abordes, en fait, sans que ça pète direct? Sans que ça finisse en période d'essai terminée? Écoute, moi, j'ai déjà eu une mission où c'est parti en cacahuète et il y a eu des larmes, carrément, autour de la table. Et si j'avais pas vu venir, du coup, je sais pas si j'ai bien réagi cette fois-ci, mais j'étais genre, bon, je te propose qu'on arrête cette conversation parce que c'est too much et on n'est pas équipé pour aller plus loin. On en reparle au prochain one-to-one. Mais je me suis quand même excusée, je suis désolée de t'avoir mis dans cet état, je suis désolée de m'être mis dans cet état, mais là, j'ai pas les ressources pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, finissons l'ordre du jour et voilà. L'ordre du jour. Genre, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, tu vois, l'ordre du jour. Par contre, avec une autre personne, il y avait plus souvent des petites crises, mais on est rarement allé jusqu'au point de non-retour. Au moment de plus blairer, on s'est vexé.
Par contre, quand ça montait, on dégonflait tout de suite. On reprenait vite, on disait, attends, là, il y a un souci, là, il y a de l'interprétation, et là, ça va pas, et je sens que tu me regardes comme ça, et ça va pas du tout. Moi, je pense qu'avant, pour encourager des échanges professionnels et amicaux, en évitant que ça parte crescendo et se faire mal, parce que c'est pas cool de pleurer au taf, quand même, faut le dire. Nous, on en avait un super outil en mon ancienne équipe, c'était la météo. Avant chaque début de réunion, on prenait le temps d'expliquer, de se confier sur l'émotion dans laquelle on était aujourd'hui, pour permettre à nos collègues d'avoir plus de contexte pour recevoir l'information. Le ton de notre voix, nos débits de parole, notre envie de partager. Déjà, ça te permet de pas juger tes collègues sur il est mal luné aujourd'hui, elle fait chier, quoi. Pardon, elle fait pas chier, mais c'est difficile de bosser avec. Et c'est beaucoup plus sain, personnel, et forcément, l'échange se passe mieux. Après, il y a eu des moments de conflit où vraiment c'était, on gueulait pas, mais on sentait qu'il y avait des éclairs dans les yeux, tu vois. Là, c'était, attendez, on redescend. Ce que tu dis, c'est ça. Le contexte, c'est ça. Si c'est important pour toi de parler de la couleur jaune pendant 20 minutes, je propose qu'on en reparle ce midi. Par contre, si tu penses que c'est relié au projet, c'est la prio. On en parle, mais on fait une pause, quoi. Je pense que c'est important de te reconnaître quand est-ce qu'il faut faire des pauses aussi dans les échanges, dans les projets. Et ça, on le fait pas assez quand on est très échaudé et qu'on est tout le temps dans la revendication de ses idées. Ouais, il y a deux choses super que j'aime bien dans ce que tu as dit. Déjà, tu as la notion d'introduction. Moi, quand je gère mon équipe, qu'on a un atelier, qu'on va discuter pendant 1 heure ou 2 heures, déjà, on fait un icebreaker. Moi, au départ, les icebreakers, j'étais pas dedans, tu vois. J'ai toujours été en mode, le travail, faut être sérieux, on n'a pas le temps pour s'amuser, machin bidule. Et donc, ouais, j'avais les croyances limitantes sur ça, là, que on est là pour bosser, tu vois. C'est des vieilles idées reçues, tu vois. Et la période Covid, quand on était tous à distance et qu'on était tout le temps sur Google Meet ou sur Zoom, en fait, c'était super important justement d'introduire et se dire, ok, on essaie de laisser baisser la charge mentale et comment ça va en fait? Comment ça va? Au départ, les gens, tout va bien. Hein. Oui, on est enfermé depuis 6 mois. Tout va bien, tu vois. Mais tu sais, à force de répéter ce truc-là à chaque atelier, à chaque meeting, tu vois, les gens ils commençaient à dire vraiment ce qu'ils ressentaient vraiment. Et quand t'as quelqu'un qui est vulnérable une fois, et le montre, et après ça fait un peu l'effet boule de neige, et c'est cool. Et comme tu disais, quand ça va pas ou quand tu sais que c'est pas le moment, les gens ils le savent, tu vois, ça a déjà introduit. Donc c'est ça. Donc la notion d'icebreaker et de météo pour avoir le ressenti, c'est super important. Et voilà, j'ai exposé mes croyances limitantes sur ça, tu vois. Et le deuxième point que t'as dit, c'est l'importance de faire des pauses. C'est normal, tu vois, l'être humain, tu vois, il peut pas être créatif à 200% sur 8 heures de travail par jour, c'est pas possible, tu vois. Donc et surtout pour une réunion, tu vois, ouais, toutes les heures, il faut le faire. Mais après il faut que ce soit les gens qui proposent, tu vois. Ouais, il y a les pauses et aussi je pense le fait d'être pour le coup, si on renverse, tu vois, moi, parfois, j'ai jamais été en manager, j'ai été mentor pour plutôt des stagiaires, services civiques, des jeunes étudiants qui me contactaient et que je coachais sur plusieurs semaines. Mais je sais que lorsque je bosse, je fais sur 6 mois ou 3 mois avec quelqu'un que je recrute, pas le premier entretien, mais la première séance de travail, je fais pas une icebreaker. Peut-être que c'en est un pour toi, je ne sais pas. Mais j'ai dit, ok, moi, j'aime bien travailler comme ça. J'aime bien écouter Elton John, j'aime bien m'écouter telle playlist ou telle radio le matin. Je n'aime pas qu'on me vole ma tasse préférée au taf. Et quand je te fais un brief, j'aime bien vérifier que tu as pris des notes. Je te pose des questions sur qu'est-ce que tu as compris, en combien de temps tu as réalisé la mission que je t'ai confiée, et est-ce que tu as eu des doutes. Et du coup, j'explique comment j'aime bien bosser, ce que j'attends des personnes, et je prends toujours le temps avec beaucoup de sérieux. Et vraiment, je parle lentement et je fixe la personne pour demander ensuite qu'est-ce que tu as compris. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu aimes travailler? Et souvent, c'est quand t'es jeune étudiant et tout, t'es genre, alors, moi, j'aime bien faire bien mon travail, et j'aime me relire, et j'aime me dire quand je fais du bon travail. Je me dis, c'est super, c'est trop cool. Mais vraiment, qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la journée? Et à quel moment t'es de mauvaise humeur? Il faut pas que je vienne te confier une tâche, quoi. Parce que c'est important, on va bosser longtemps, et le taf, il y en a beaucoup. Donc, dis-moi à quel moment t'es disponible, à quel moment tu ne l'es pas. Parce que le but, c'est de s'équilibrer. Parce qu'on va pas se parler forcément tous les jours, pas forcément bosser ensemble tous les jours, mais on va souvent se croiser et j'ai besoin de savoir quand est-ce que tu es disponible. Et cette question de disponibilité énergique, émotionnelle, confiance en soi, tout ce que tu veux, elle est hyper importante en fait dans l'échange, dans le management et dans la collaboration. Et on n'en parle pas souvent, on n'en parle jamais. Combien il y a eu de réunions de direction, de réunions à plusieurs où on se demande pas est-ce qu'on est disponible là, est-ce qu'on est dans la bonne salle pour aborder tel sujet, est-ce qu'il y a le bon matériel par exemple. Et tu vois, en tant que facilitatrice, je suis aussi facilitatrice, je suis pas que designer des services, et tu penses à tout ça, c'est un ensemble, tu vois, de créer le contexte de travail, de collaboration.
Et la collaboration, c'est pas que l'échange, c'est aussi du partage et attentif aux autres, je trouve. J'en suis certaine. Et j'espère que les gens en prennent de plus en plus conscience, parce que même à l'école, c'est hyper important. Les salles de classe, bibliothèque, tout ce que tu veux. Ouais, le langage corporel, tu vois, il est super important, tu vois. Et je veux pas non plus donner des excuses à certaines personnes qui obligent les gens à revenir au bureau parce que le télétravail, on sait pas ce qu'ils font et tout. C'est un autre sujet, tu vois. Mais même en meet ou à distance, tu vois, le langage corporel, il est super important, tu vois. Comment la personne, elle se tient, la tonalité de sa voix, ou ce qu'elle a sorti son téléphone et quand elle parle, elle regarde son téléphone, tu vois. Que ce soit à distance ou sur place, tu vois, tu le vois direct et c'est super important, ça. Enfin, je sais pas si t'as des anecdotes sur ça. J'ai pas si j'ai une anecdote, mais c'est pas, enfin ouais, si un jour j'étais en réunion de direction, donc une direction, on est une trentaine, et on va dire que la personne, enfin le directeur, la directrice, enfin bref, le dire, il était pas toujours cadrant, il était pas toujours préparé pour nous encourager à collaborer sur ces temps-là, c'est plutôt des temps d'échange et pas des temps de travail. Et il y a un moment, il y a une personne qui s'était proposée d'animer ce temps vraiment d'échange de création, et les personnes étaient tellement pas habituées voilà, je leur parlais de contexte, étaient pas habitués à, on va dire, à bien collaborer. On n'avait pas la bonne salle, c'était petit, c'était froid, c'était lumineux. On n'apprenait pas à prendre la parole, à s'écouter. Ben, j'ai une collègue qui a dû monter sur la table, mais vraiment, en agitant les bras comme une tarée pour Mais ça a des demander. points disparus. Ouais, c'était effroyable ce jour. Elle, à côté de moi, hein. En plus, j'essayé de prendre la parole en plus de mon côté. Elle est montée à côté de moi, donc elle a fait balancer ma table et elle s'est mise sur les genoux. Tu sais, comme quand tu fais naufrage et que tu supplies qu'un bateau passe. Elle dit, ouais, ça suffit, taisez-vous, on a quelque chose à dire, on n'a pas le temps, il faut reprendre les rênes. Et j'étais catastrophée par ce besoin impérieux de monter sur la table, de crier, d'acheter ses bras. Et en plus, personne ne l'écoutait malgré ça. Donc, langage corporel où je pense qu'elle savait plus quoi faire de son corps et de sa voix et de son autorité. Et elle a dû breaker le mode, on va dire, le bon comportement du taf. Et j'étais choquée ce jour-là. Et j'étais choquée parce que j'étais la seule à être choquée. Autre anecdote, moi je crois souvent les bras. Il paraît que ça veut dire que t'as pas envie de partager ou autour aux autres. Peut-être, mais je le fais très souvent. Et je pense que c'est pas forcément vrai. Donc, le langage corporel, c'est cool de savoir quelques bases, tu vois, mais je pense que tu peux pas, c'est pas parce que tu connais les bases, enfin, tu connais les profils, tu sais, de chaque, que tu peux vérifier si tu étudies bien et reçois bien l'énergie de chaque. Ça demande du temps et de l'énergie, ça demande de l'apprentissage, d'apprendre et de maîtriser le langage corporel. Et puis surtout, tu dois forcément personnaliser à chaque fois. En tant que manager, que facilitateur, que personne qui va inspirer une équipe, 50% de ton temps, c'est être à l'écoute de tes personnes dont tu as la responsabilité de la charge mentale. Et ça, c'est pas un métier, hein, c'est une vocation. Et les managers aujourd'hui, enfin les personnes qui doivent inspirer des gens, pour moi, la grande majorité, ils sont pas cette vocation-là. Ou alors on les encourage pas, je sais pas. Mais il y a un côté très relation, enfin RH et psychologie, impact de la charge mentale de la psychologie des gens qu'on valorise pas assez. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de mauvais managers. Et là, on me voit pas, mais je mets des guillemets sur mauvais manager. C'est pas parce que t'es mauvais manager que tu mal ton taf. Je pense juste que t'es mal préparé, en fait, à gérer des gens dont tu as une grande responsabilité au quotidien. Ouais, mal préparé. Et après, il y en a qui ont débarqué avec ce poste-là par une promotion, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, mais dans ce cas-là, faut leur mettre des outils à disposition. ouais, il faut être Vraiment. formé. Faut être formé d'accompagner, tu vois. Mais il y en a, des fois, c'est parachuté comme ça, tu vois. Ils font avec les moyens du bord. Bah, justement, comment tu fais, justement, quand tu es confronté, justement, à cette personne-là, tu sens que elle voit pas les signaux et elle observe pas les langages corporels, elle a pas de taxe sur la charge mentale qu'elle donne. Comment, justement, t'approches ce genre de personne? J'ai rarement été dans cette position-là où vraiment la personne n'était pas assez à l'écoute. Mais après, moi, je suis plutôt à l'aise dans la communication et dans le rentre-dedans. Je trouve ça cool de rentrer dans les gens. Mais oh non, franchement, tu vas les voir, quoi. Tu leur dis... Enfin, faut avoir confiance en soi pour dire à son manager, genre, j'ai pas apprécié notre échange, ou alors là, ça va pas sur le projet. Donc, je pense déjà, soit tu fais une to-do, enfin, je sais pas, tu mets sur le papier, tu sors toutes les choses qui t'empêchent d'aller voir la personne et de lui parler au cœur ouvert. Le but, c'est pas non plus d'expliquer que tu dors pas la nuit, hein, mais à cœur ouvert, c'est ça. C'est genre, bah, il y a un souci, j'aimerais t'en parler, j'aimerais que tu abordes telle posture, parce que ce que je veux dire, c'est quand même assez vulnérable. Tu peux dire ça, première option. Deuxième, ok, faut que je te parle maintenant, s'il te plaît, sois disponible pendant 20 minutes, laisse-moi parler, et après, on rebondit, quoi. Ou tu lui fais un mail si c'est trop dur de parler en face à face. Mais je suis pour quand même rentrer dans les gens physiquement en temps réel, tu vois. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai dit, et je suis allée voir, je dis, bah, écoute, là, ça va pas. Telle façon d'aborder le sujet, ça m'a pas plu, ça m'a mis dans telle position, dans telle difficulté, j'ai pas réussi à en sortir, tu l'as pas remarqué en plus je te l'avais déjà dit, là, t'as pas réussi à bosser différemment. Est-ce qu'on peut
essayer ça? Est-ce que là, on peut mettre en pause? Est-ce que tu peux m'aider pour les 20 prochaines minutes ou les 20 prochains jours sur telle tâche? C'est pas que de la communication, hein, c'est de la confiance et c'est aussi s'autoriser à se montrer vulnérable envers quelqu'un qui a une posture d'autorité, qui peut te dire, bah, j'entends, mais pas un problème. Et ça, c'est super dur parce que tu flippes, tu pipes dessus, tu vois. Ou alors, la personne te dit, oh, merci beaucoup de ta confiance. Et puis 2 semaines après, tu te rends compte que ça n'a pas changé. Et ça, c'est la déception. Et ce qui est pire au taf. Et moi, j'ai appris au taf, justement, que au travail, tu peux décevoir personne. T'es pas là pour ça. Au taf, tu taffes, t'as ta personnalité qui te permet, je sais pas, de briller, de te faire des potes, d'apprécier ton taf ou de dynamiser une équipe. Mais personne n'est censé avoir le droit de dire, tu m'as déçu là. Ben non, soit j'ai mal travaillé à cause de la méthode, soit il y a une mauvaise communication, soit le rythme était mal fait, la roadmap était mal pensée. Ben, je dis pas que c'est jamais toi le problème, hein. Mais t'es pas censé pouvoir décevoir quelqu'un. Et si un jour un manager te dit ça, moi je suis convaincue de ça. Si quelqu'un me dit qu'il est déçu par moi, ben c'est mon taf en fait. Donc soit c'est la mentalité, le point de vue, la façon dont j'ai bossé, là mon angle stratégique, si vraiment on doit employer des termes là, soit c'est qu'il y avait un problème de compréhension de départ et la chose que j'ai mal faite a mené à la déception projet. Mais on n'a pas le droit de dire aux gens qu'on est déçu par eux. On n'a pas le droit. Ça vraiment, c'est un point de non-retour pour moi en termes de confiance managériale. C'est important ce que tu dis là, tu vois. On voit sur LinkedIn ou sur les sites les best practices, tu vois, pour les managers, tu vois. Le droit à l'erreur, mais ouais, tu peux pas mettre la charge mentale. Je suis déçu de toi, tu vois. Enfin, c'est trop violent. Enfin. Bah, c'est hyper violent, et puis en plus tu te remets en question, puis souvent t'es la seule à te remettre en question quand ça vient de toi. Après, idéalement, je trouve que la meilleure arme lorsqu'on te dit je suis un peu déçu, c'est genre ah bon, ok. Alors attends, c'est quoi qui te déçoit vraiment? Vas-y, on fait des 5 pourquoi là? C'est quoi la déception? Elle vient d'où? Quelle couche? Et souvent, quand tu poses la question, les gens ils savent pas y répondre. Bah, j'aurais voulu que tu bosses autrement. Ah, mais ça fallait me le dire. Du coup, pas de souci. Vas-y, dis-moi, propose-moi des exemples. Je les prends, je les note. Ah, mais sinon, j'aurais préféré que ça me parlait plus tôt. D'accord, bah, t'étais disponible ou pas? Parce que si tu l'étais pas, c'était un peu compliqué. J'aurais préféré que tu prennes le lead. Ah, ok, bah, exprime-le plus clairement la prochaine fois. Ou alors, moi, je veux bien prendre le lead, mais je suis pas assez payée pour, par exemple. Ou j'ai pas le temps pour le faire. Tu vois? Donc, la déception, ça n'existe pas. Et si quelqu'un un jour te le dit, bah, essayons de comprendre d'où ça vient. Et en fait, quels sont les autres adverbes, émotions qu'on peut définir, qu'on peut employer à la place, parce que c'est quand même tellement violent de dire qu'on te déçoit. Enfin, moi, je crois que la première personne qui m'a dit, c'était ma mère. Je l'oublierai jamais, tu vois. Ça fait mal au cul, ça fait mal au cœur. Et t'as pas envie de rebosser et de revenir au travail ensuite, quoi. Quand t'es tombé justement sur un manager où justement, bah, en fait, on part dans la notion de feedback, tu vois. Tu l'as dit que bah là, c'est pas encore le chemin de non-retour, tu vois, mais tu l'as déjà. Allez, partons du principe où tu as déjà dit tout ça, tu vois, et que la personne, elle change pas 1 semaine ou 2 semaines après. Hein. Qu'est-ce que tu fais hein? Écoute, moi, les 2 fois où c'est arrivé, je me suis parée. Donc, je sais pas si tu poses la question à bonne personne. Comme la pire fois où ça m'est arrivé, c'était il y a longtemps, donc c'est pas une personne dont je parle. Enfin, c'est pas un cadre de travail plutôt. C'était un cadre où il y avait pas de cadre, je pense. Enfin, c'était un lieu de travail et des projets où il y avait pas de cadre, où le but c'était de mettre son énergie créative au service de projets incroyables. Et on était coachés. Donc, on n'avait pas de manager qui comprenait notre posture, qui comprenait nos profils, nos compétences, nos outils, notre background, tu vois. C'est quelqu'un qui devait venir déverrouiller des peurs, des contraintes créatives, genre de trucs, quoi. C'est un artiste. Et cette personne m'a dit des a priori sur les designers, très formatés. C'est vrai. Et je me souviens à un moment où j'étais bloquée avec d'autres collègues sur comment on répond au brief, comment on se projette, qui on contacte. Et vraiment, je te jure, mais le seul conseil, la seule chose, on a parlé pendant des heures, hein, on a préparé des trucs, des to-do list pour avoir un argumentaire pour dire, là, je comprends pas, j'ai besoin de ça, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Sa seule réponse, c'était, je crois que vous prenez trop la tête en tant que designer, hein. Franchement, apprenez à vous faire confiance. Mec, ça fait 3 mois que je galère. Tu viens de me faire confiance, mais sur quelle base, quoi? Tu connais même pas mon profil, tu connais pas mes forces, tu connais pas mes faiblesses. Enfin, je veux bien que tu m'apprennes à me faire confiance si t'es prêt à m'accompagner dans ça, si j'en manque déjà. Enfin, on en manque toujours un peu. Mais genre, tu peux pas généraliser et diminuer tout le malaise et le mal-être que je viens de te confier, que j'ai préparé, que j'ai argumenté avec une phrase pourrie de fais ta confiance. Ça, c'est pas du management, c'est même pas du coaching, c'est du foutage de gueule. Tout le monde aspire à se faire confiance. On veut tous être fiers de nous, tu vois. On veut tous faire du bon taf. On veut apprendre des choses. On veut évoluer. Se faire confiance, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi au contact de personnes lumineuses, ambitieuses, bienveillantes, puissantes. Mais pas parce que t'es quelqu'un qui a confiance en toi, que forcément ça va rayonner sur moi. Faut que tu t'intéresses à moi. Faut vraiment que tu t'intéresses à moi. Il faut que tu
me disent où est-ce que tu veux m'emmener, si tu veux que j'apprenne à me faire confiance, à faire confiance à ton process de coaching, de management. Et ça, ces jours-là, je me suis dit, ah ouais, on est loin quand même on est loin. Ce mec-là, je ne vois pas comment bosser avec. Je ne vois pas où est-ce qu'il veut m'emmener. Je ne comprends pas quand il me parle. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à bosser avec lui, à répondre aux enjeux et à être fière de moi. Parce qu'une de mes priorités, c'est quand même être fière de moi la plupart du temps quand je bosse. Et donc, si cette personne-là, elle se fout de ma gueule et elle me respecte pas, c'est compliqué. Donc, j'ai pas démissionné à cause de cette personne-là, tu vois, de ce management, mais on va dire que j'ai quitté le projet parce qu'il n'y avait pas de cadrage, il n'y avait pas de sécurité. Psychologique? Ouais, oui, c'est ça. Il y avait personne pour incarner la raison d'être du projet. Et ça, on en parle de plus en plus. Et c'est trop cool, hein. Mais c'est un peu bullshit, c'est que la raison d'être, soit c'est quelqu'un, soit c'est la motivation, soit c'est l'engagement de l'équipe, et pas que du projet, hein, mais vraiment de l'équipe. Et ça, il n'y avait pas. Et je sais que j'étais pas la seule à avoir beaucoup souffert. Et la raison d'être, faut vraiment la questionner. Mais autant qu'une problématique, autant qu'un engagement ou qu'un enjeu financier. Il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis, hein. Je vais revenir sur le manager qui connaît pas tes points faibles ou tes points forts. Est-ce que tu penses pas que c'est un problème d'agenda pour lui, tu vois? Ah, si. Dans le sens, il prend pas du temps avec les gens, tu vois. Il va à toutes les réunions, parce que tu sais comment c'est dans le monde d'entreprise. T'as la réunion codir, t'as la réunion arbre des causes. Enfin, est-ce que tu vois, c'est pas plutôt qu'il prend pas le temps, en fait. Alors, le temps, c'est le grand luxe, hein, je sais pas, de notre industrie, du monde en général. Mais, j'avais cette conversation avec quelqu'un, je crois avec mon premier manager, qui était trop bien, qui est la seule personne qui m'a dit, je suis déçue par ton taf, Anaïs. Et j'étais genre, waouh, je me sens pas bien, je veux plus jamais revivre ça. Et ça m'a boosté pour me dire, OK, je vais bosser autrement. Et dans 2 semaines, c'est pas qu'il sera fier de moi, mais il me dira plus jamais ça. Et il a pris un grand pari. Il m'a dit, j'ai hésité beaucoup à te dire vraiment si j'étais déçue de toi, mais finalement c'était le bon pari parce qu'après je lui ai montré une autre facette de mes compétences et de comment bosser. Et ça s'est vachement bien passé. Donc vraiment ça c'est prendre ou à laisser. Hein, le côté, je suis un peu déçue. En plus j'étais jeune étudiante donc ça savais pas trop. C'était fragile. Mais pour répondre à ta question, c'est avec lui avec lequel je me suis rendu compte que idéalement un manager, c'est pas ton chef de projet, c'est pas ton chef de service. Idéalement, les 2 leads, en fait, pour être plus loin, faudrait un duo, faudrait un couple carrément. Une personne en charge de services, de projets, je sais pas, des recrutements, donc très logistique, opérationnel, qui va représenter toute l'équipe et la stratégie. Après, une personne manager, un peu ressources RH, mais qu'il faudrait dans chaque service. Dans chaque service, en fait, il faut une ressource RH. Et c'est une personne qui prend le temps d'étudier, de faire une projection des compétences humaines de l'équipe, des valeurs humaines de l'équipe, et qui va du coup bosser en duo avec cette personne logistique sur comment on peut, on va dire, croiser les enjeux stratégiques, financiers ou de temps du projet avec les compétences, les enjeux, les forces et les faiblesses humaines de l'équipe. Si tu as ça, t'as pas beaucoup de marge d'erreur en fait de mal faire, de mal communiquer. Parce que, sauf si t'as un rythme incroyable, mais du coup, si tu sais que ton rythme il est difficile, forcément, tu vas venir rééquilibrer à chaque fois la stratégie, le rythme du projet par rapport aux compétences et on va dire à la psychologie de la team. Et ça, moi je l'ai pas encore connu, donc c'est très théorique. Ça se trouve vous m'écoutez, vous allez dire qui Anaïs, mais c'est pas possible quoi. Mais je pense que c'est vraiment à tester. En tout cas dans mon expérience professionnelle, j'ai envie de le tester. Et je veux pas meilleur combo. En gros, t'as coach et t'as champion quoi dans l'équipe, tu vois. Comment je peux aborder ça sans que je tire la couverture sur moi? C'est ton podcast, alors je pense qu'on va comprendre. Non, en fait, tu vois, tout ce que tu as décrit, c'est une des facettes du rôle de Scrum Master, en fait. Oui. Tu vois, mon manager, hein, je vais prendre cet exemple-là, hein, et d'ailleurs, coucou, s'il écoute le podcast, ne sois pas en sueur, on va pas sortir la dinguerie, on va pas balancer les gens. Mais tu vois, quand t'es en charge de 50 personnes, tu vois, tu dois quand même dégager du temps, hein. Ça, il y a pas d'excuse, tu vois. Tu dois quand même dégager du temps. Ça peut prendre un café, manger avec les gens et tout pour passer du temps avec les gens. Par contre, c'est important, tu vois, un leader, en fait, ça forme d'autres leaders, tu vois. Et en tant que Scrum Master, tu accompagnes d'autres leaders de l'équipe et tu essaies de les accompagner pour qu'ils soient autonomes et pour qu'ils forment aussi d'autres leaders. Et dans ce cas-là, tu vois, le rôle de Scrum Master aussi, c'est de voir un peu ce que tu dis, en fait. De voir les points forts de l'équipe, en fait. Comment ils fonctionnent, comment chacun a ses objectifs personnels, comment tu peux les remettre avec un objectif commun. Et c'est super important ce que tu as dit là aussi, de remettre un peu du why, en fait. Le pourquoi, tu vois. Qu'est-ce qui fait derrière l'équipe, pourquoi on se lève le matin. C'est pas que le salaire, tu vois. Ça marche qu'une fois, tu vois. Enfin, t'es content quand t'as signé, t'as ton salaire qui tombe tous les mois. Et après, tu fais plus attention. Ce qui fait bouger les gens, tu vois, c'est avoir un objectif commun et surtout s'amuser aussi, tu vois. Et ça, on oublie parfois, tu vois.
Et justement, le Scrum Master, justement, c'est se mettre un peu plus dans le rôle de l'humain, tu vois, et voir un peu les forces et les faiblesses de chacun, en fait. Et c'est OK, hein, de pas avoir que des numéros 10 et de pas avoir que des grosses stars, tu vois. Le but, c'est de trouver un équilibre collectif, tu vois. Et moi, j'aime bien ce que tu as dit là, tout à l'heure. C'est, ouais, pour trouver l'équilibre, il faut mettre en avant le pourquoi, tu vois. Comment, justement, t'engages, justement, des personnes à trouver leur pourquoi ou à aider un manager, justement, à trouver le why d'une équipe, en fait? Alors ça, c'est une question vraiment trop dure et tellement large. Il y a un recrutement que j'ai fait où j'ai rencontré, bien sûr, tu rencontres 8 personnes, prend 3 mois, on te dit que ça dure 20 minutes, en fait, tu restes 1 heure à chaque fois. Et ce qui était cool dans le process, c'est que au début, bon, process RH au début, hein, donc première séance, ça compte pas. Deuxième séance, tu parles du poste et la personne commence un peu à te challenger en te disant, bah, dans telle situation, tu fais comment? Nous, on bosse comme ça. Est-ce que t'es OK? Est-ce que ça t'inspire? Oui, bon, très bien. On va dire que drapeau blanc, t'as passé la première étape, le premier cap. En général, ensuite, c'est petit cas d'étude que tu vas venir débriefer. Et là, je trouve que c'est le plus intéressant, c'est le plus précieux pour les personnes qui te recrutent, parce qu'au final, elles s'en foutent de ta réponse de cas d'étude. Ce qui les intéresse vraiment, c'est savoir, bah, comment tu as bossé, comment tu t'es projeté et comment tu vulgarises ce que tu as fait. Pour savoir, bah, si tu étais à ce poste-là, dans 3 mois ou dans 6 mois, le projet ressemblerait à quoi avec ton cas d'étude, quoi, ton brief. Et moi, c'est ce que je préfère en entretien parce que c'est là où tu peux vraiment voir si la personne, elle écoute réellement ta proposition de valeur et si elle comprend également le langage que tu utilises. Pas tellement le vocabulaire, mais plutôt t'as le vocabulaire, t'as le langage émotionnel, t'as la projection, t'as aussi la capacité à te faire confiance et à parler de tes idées. On apprend beaucoup en fait sur ta façon de pitcher, sur toi. Donc cette troisième étape où on te recrute, je trouve que voilà, pour les recruteurs, pour questionner le pourquoi, je trouve que s'intéresser à ta motivation première pour défendre un projet et pour questionner et découvrir ta motivation première pour en faire partie, c'est vraiment, ça repose sur comment tu comprends le projet, où est-ce que tu veux l'emmener et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre sur le projet. Je pense que déjà, si on te pose la question comme ça ou si on te coach, on te mentor pour que tu aies toujours en tête ces 3 éléments-là, ta compréhension, ta motivation, est-ce que tu as envie d'apprendre, bah forcément, toi, tu vas à chaque fois aborder tes journées de travail ou tes sprints de façon pas positive, mais de façon en grandissement. Forcément, tu te projettes et tu sais que tu as un objectif derrière, pas chiffré forcément, mais tu as un objectif derrière de, OK, c'était ça qui me motive à la base, je l'ai toujours en tête et si jamais, en fait, je l'ai toujours en tête mais qu'il est un peu bancal, bah là, j'ai une super opportunité pour aller voir l'équipe, soit en sprint, soit en one-to-one avec ton manager pour dire, ah, ce point-là d'engagement, il me motive plus trop, alors il n'a pas été respecté, on le priorise plus trop, c'est dommage parce que ça déséquilibre le projet ou l'équipe, viens, on en parle. Tu vois, si chacun a ses objectifs, si tu as les objectifs également de la team et, je sais pas, du service, du projet, bah forcément, c'est plus riche et ça permet à tout le monde de s'y retrouver, peu importe ses critères, personnalité, compétences, outils, machine, tout ce que tu veux. Et par contre, dans ton cas, dans ton exemple, c'est le rôle du Scrum Manager de verrouiller, d'être le gardien de ça. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Mais si cette personne-là, elle arrive à fédérer les membres, de connaître leurs valeurs, leur engagement, leur motivation et ce qu'ils veulent maîtriser, bah, tu gagnes en temps et en fait, tu nous encourages, nous, à se porter nous-mêmes, un peu comme un coach sportif et atteindre notre objectif. Donc là, tu donnes vraiment des clés de confiance à ton équipe et tout ne repose plus sur toi, sur ta charge mentale et ta capacité à, tu sais, donner de l'énergie, à encourager, à inspirer les gens. Parce qu'ils sont déjà inspirés par tout le taf qu'ils ont fait avant, qu'ils peuvent re-admirer grâce au taf de Scrum Manager, au poker card, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, tu vois, mais à la documentation. Et donc forcément, tu peux voir en fait tout le chemin parcouru et tout ce qui se cache derrière l'iceberg qui te motive toujours. Donc attends, si je résume, parce que du coup j'ai parlé longtemps, comment tu peux encourager les gens, les managers à s'intéresser au pourquoi qui motive les gens, bah pour moi déjà identifier c'est quoi qui motive collectivement ton équipe, c'est quoi qui motive individuellement et pour moi ça repose sur la compréhension du projet, les motivations du projet et les éléments que tu veux maîtriser, que tu veux apprendre, les éléments qui vont te faire grandir. Et une fois que tu as défini tout ça, le rappeler le plus souvent possible pour que chaque personne ait en tête pourquoi elle est là, pourquoi elle aime bien ça et est-ce qu'elle est toujours au bon niveau d'apprentissage, de transmission. Comme ça, tu fédères, tu délègues les gens, tu les rends autonomes dans leur capacité à être bien dans le projet. Et surtout, tu leur donnes des clés pour ensuite questionner ou critiquer. Ah bah là, ça va pas. Là, il y a un déséquilibre, là, je le ressens et je veux en parler. Comme ça, après, on rééquilibre toute la team et la roadmap. C'est génial, tout ton résumé, là. Moi, quand tu dis qu'il faut rappeler tous ces sujets-là, en fait, il faut célébrer les petites victoires. Tu sais, il n'y a pas de... J'allais dire petites victoires, tu vois. Il n'y a pas de petites victoires, tu vois. Enfin, il faut tout célébrer, en fait. Hein.
faut prendre du temps, tu vois, avec les gens et même si c'est une petite victoire, il faut la célébrer, hein. Et même quand c'est une défaite, tu vois, ou un point un peu chaud, tu vois, ça peut pas nous empêcher d'aller prendre un verre et d'en discuter, tu vois. Enfin, c'est une façon aussi de célébrer, tu vois, hein. Ouais, bah c'est un peu j'ai l'impression qu'on valorise plus les sessions feedback ou les sessions de débrief, tu vois, après un coquille, un cotec, qu'à un temps vraiment où on se réunit, je sais pas, autour d'une table, autour d'un bar à hache ou à ping-pong, pour se dire, c'était bien ou c'était pas bien? J'avais un mec, c'était pas un mentor, mais c'était un chef d'entreprise, qui à chaque fois, avant chaque présentation ou grosse presse via un client, il disait, OK, on est content si quoi? On se liste 3 choses qui nous rendraient extrêmement heureuses à atteindre pendant la presse. Et en fait, à chaque fois, mais on passait 1 heure à définir ça, parce que tout le monde on devait majoritairement être d'accord pour ces 3 éléments-là. Et du coup, tu les as en tête. Et c'est ta motivation. Mais un peu ton mantra avant que tu arrives, je sais pas, dans ta compète, lorsque tu vas faire un match décisif. Je prends beaucoup de métaphores sportives, mais en ce moment, je suis en train de développer beaucoup de sport. Bref, t'es content si quoi. Et donc, à la fin, que tu sois content ou pas, c'est parfois après une presse, t'es genre, oh, alors, c'était nul, je suis pas fière de moi. Et parfois, t'es genre, c'est trop cool. Ok, bah c'est trop cool. Est-ce que en fait, les 3 choses de on est content si quoi, est-ce qu'on les a atteints? Ah, bah en fait, non. Ah, dommage, pourquoi? Ou alors, oui, mais je me sens quand même pas très très fière de moi. Et ça, c'est une vraie leçon de management et je le garde à chaque fois. Parfois, je coach des étudiants et quand ils doivent faire une présentation ou livrer un rapport d'intention, je leur dis on est d'accord, on est content si quoi. Et on n'est pas content si la personne a compris notre projet. On n'est pas content si on a répété le temps de parole. Non, non, on est content si, je sais pas, on a passé un bon moment déjà. Est-ce qu'on est content si Marjorie, qui a pas l'habitude de prendre la parole, a répondu à 2 questions? On est content si la personne a remarqué le petit icône, je sais pas, étoile sur la présentation, dont tu es hyper fier parce que c'est une référence à un guide de notre enfance. Tu vois, en anticipant ce qui te fait plaisir ou ce qui est important pour toi, collectivement, individuellement, si ça, tu prends le temps d'identifier et de débriefer, pas de briefer avant et de débriefer après, tu valorises l'attention, l'énergie, l'émotion que tout le monde a mis dans le projet. Et je pense que ça n'a rien à voir avec des temps de débrief et de feedback qui sont importants, hein, mais qui sont beaucoup trop valorisés par rapport à l'impact psychologique et émotionnel qu'a un projet sur quelqu'un ou un groupe. Et je pense qu'en les sessions feedback, il faudrait toujours faire un côté vraiment, je sais pas, retour d'expérience, on a bien communiqué, est-ce qu'on a respecté les deadlines, qu'est-ce qui allait pas, et genre, comment je me suis vraiment sentie. Et là, il faudrait peut-être faire un Dixit à chaque fois, hein, mais moi, ça allait pas du tout, je veux faire du projet, mais je veux plus jamais le vivre. Ah ouais, mais pardon, mais j'avais pas compris, vas-y, on en parle, quoi. Et pas on en parle blabla, mais on en parle, ah mais j'ai pas compris cette interprétation, ok, la prochaine fois, on fera autrement. On va faire ça, ça, ça. Est-ce que t'es ok? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens confiant pour rebosser avec moi de cette façon-là? Tiens, faut poser les questions ouvertes, hein. Est-ce que t'es en confiance, en fait? Est-ce que tu veux continuer à bosser avec moi? Bah, sinon, la personne va se barrer, hein. Et... voilà. Tu peux répondre clairement à ta question, comment on garde les gens? Bah, on fait de la place et on leur demande s'ils veulent rebosser avec toi. Ça marche, Anaïs? Est-ce que tu as des choses qu'on a oublié de partager ou que tu veux partager pour clôturer le sujet? Écoute, j'ai parlé de l'importance on n'a pas le droit de décevoir au taf. Enfin, genre, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que c'est pas possible. Je t'ai placé mon petit fais-toi confiance coup dans la gueule. Non, je pense que c'est bien. On peut aussi aborder tes questions de fin. Ça marche. Bah, allons direct dans le vif du sujet, hein. Anaïs, si une journée fait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Si les journées faisaient plus de 24 heures, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, j'irais voir la mer. Alors, je suis pas du tout en mode taf, là, mais si vraiment du coup, si mes journées duraient plus de 24 heures et que je n'étais pas extrêmement fatiguée et tout, je pense que j'irais voir la mer au moins 1 heure pour me recharger, pour l'écouter, pour toucher le sable. Parce que forcément, moi, je suis mer sable et pas mer plage de galets. Parce que ça me fait un bien fou. Et si on prend pas assez le temps de s'écouter, de faire des choses pour soi et de faire une pause, bah moi, la méditation, ça marche pas. Par contre, la mer, ça marche de ouf, c'est puissant. Donc, si je pouvais à chaque fois aller voir la mer, tous les jours, je le ferais réellement. Même s'il y a un ouragan. Même s'il y a un ouragan? Ouais. Je veux voir la mer défiler. Je veux m'assurer. C'est-à-dire, quand j'ai des copains qui me disent « Ah, je peux pas te voir ce week-end, je suis à Brest. » Je fais coucou à la mer pour moi, s'il te plaît. Parce que c'est un peu des talismans, tu vois. Bon, moi, mon talisman, il est énorme. Je sais pas, c'est 90% de la planète. Mais si on avait plus de temps, je pense que je passerais beaucoup plus de temps à apprécier les petits talismans de la vie de tous les jours, quoi. Il y en a, je sais pas, c'est d'acheter des fleurs et d'autres, c'est aller faire du sport ou c'est, je sais pas ce que les gens te disent, c'est ça, à cette question-là. Peut-être, bah, je revivrais tous les moments forts. Bon, super. Moi, j'irais voir la mer. Ok. Mais là où t'habites, il n'y a pas la mer. Non, Paris, il n'y a pas la mer. Je suis en nord de Paris, il n'y a même plus la Seine. Je suis pas bien là. Je suis pas bien. Où est-ce que tu aimerais vivre?
Attends, moi, je suis à Paris depuis maintenant presque 20 ans. Il m'a fallu 10 ans pour apprécier cette ville. Et comme je veux rentabiliser mon loyer, je veux encore rester quelques années pour au moins avoir 10 belles années où j'ai vraiment adoré cette ville. Écoute, je suis en train de plus en plus apprécier Marseille. Mais je pense que je ne survivrai pas plus de 2 mois en tant que Parisienne là-bas. Pourquoi? Je sais pas, un Paris au bord de l'eau, peut-être les Pays-Bas, pourquoi pas? Je sais pas. Trop dur ta question, trop dur, désolée. Oh, c'est pas grave. Et du coup, t'as des voyages qui t'ont marqué où la mer, justement, elle t'inspirait? Ouais, grave. Alors, 2 mers absolument différentes. Moi, j'étais très marquée par mon voyage en Estonie, qui est dans le nord de l'Europe, et mon voyage au Brésil, du coup, qui est pas du tout en Europe, en Amérique latine. L'Estonie, ça m'a marqué parce que c'était mon premier voyage hors France, où j'étais toute seule, j'étais sans mes parents, je parlais pas l'estonien, ni le russe, ni l'anglais, et j'étais surtout hébergée chez des locaux. Donc, c'était totalement, c'était bien des paysans. Et je tombe amoureuse de l'Estonie et la mer qui est extrêmement plate là-bas et puis pas forcément belle. Enfin, c'est pas des cartes d'Estonie les cartes de la mer d'Estonie qui vendent le mieux. Hein. C'est plutôt Bora Bora ou je sais pas la plage au Brésil. Mais elle est très paisible et j'ai rencontré les premières méduses et ça m'a beaucoup marqué de pouvoir contempler de manière si lointaine le plat. Si tu veux, c'est un pays qui est très plat. Et puis les Estoniens sont adorables et je me suis fait des potes là-bas je m'ai fait de la famille. Donc, ça m'a marqué parce que c'est mon premier voyage et j'étais genre, waouh, c'est ça la vie, en fait. L'autre vie différemment. Donc, c'était riche. Ensuite, le Brésil, j'y suis avec des copines et c'était, facilement marqué. C'est pas le fait d'être avec des copines, hein, c'est le fait d'avoir pareil, d'être allé à Paraty, qui est une petite île de l'état de Rio, qui est vraiment toute petite, mais en fait, on était logés chez un mec, Paolo, qui, en plus, habitait à Nîmes pendant plusieurs années, donc il parlait français et qui nous a accueillis comme ses filles et on a vécu avec lui et les meufs qui bossaient dans son auberge pendant une semaine comme des Brésiliennes, quoi. Et c'était très fort, c'est très puissant et je me suis rarement sentie aussi profondément à ma place que chez Paolo ou qu'en Estonie chez ma famille. Et de manière, tu sais, totalement gratuite. Il y a des gens, en fait, qu'il fallait que tu rencontres. Les gens dans ta vie, il faut que tu les rencontres. Tu les rencontres que 2 semaines ou tu les croises que 2 heures. Mais il fallait que tu les rencontres parce qu'il fallait que tu tombes amoureuse d'eux ou de leur vie. Et en fait, l'odeur de chez eux, le timbre de leur voix, leur instrument musical préféré te marque et crée des malènes de Proust qui vont te nourrir toute ta vie. Et quand moi je doute tout, je repense à Paolo et je repense à sa cuisine ou je repense à l'Estonie et je repense au barbecue de la famille qui me faisait manger de la pastèque avec des harengs fumés tous les soirs, quoi. T'as genre envie d'y aller. Écoute, Paraty ou Tallinn, vas-y, c'est merveilleux. Ok. Dernière question. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne souvent et pour lequel tu n'es pas d'accord? Grave. Mais quand on me demande des conseils, je peux en donner plein des conseils. Hein. Les gens adorent répondre à cette question-là. Hein. Moi, la première. Mais très honnêtement, je pense que les conseils, c'est très personnalisé et ça dépend beaucoup de chaque personne. Donc, j'y crois pas trop. En gros, je ne crois pas en les conseils, je crois en l'expérience. Quand des jeunes étudiants ou des personnes qui s'intéressent à mon travail, je leur dis, on pourrait en parler des heures, hein, mais ce qui marche le mieux, c'est toi de te faire ta propre expérience. Et surtout, c'est de faire ta propre expérience pour gagner en confiance dans ton discours et dans ta posture. Donc, les conseils, c'est cool, mais tant que tu les vis pas, tant que tu ne fais pas ta propre idée de ces conseils-là, ils n'ont pas de valeur. Ça reste, tu vois, des jolis mantras sur un joli cahier dont tu te bouffes tous les jours une page, mais ça te nourrit pas parce que tu t'es pas persuadé, tu t'es pas prouvé que tu étais capable de faire ça, ou tu t'es pas prouvé que tu l'as fait, mais que ça marchait pas en fait, que t'aimes pas cette façon de bosser, t'aimes pas cette philosophie, t'aimes pas cette mentalité, et que ça t'a rien appris sur toi. Donc l'expérience, ça t'apprend sur toi, ça t'oblige à te faire un peu peur, à monter en confiance. Et je pense réellement qu'il y a que le fait de se faire confiance et de se faire confiance et de monter en confiance qui va te nourrir et qui va te permettre d'avancer. Donc les conseils, notez-en quelques-uns, mais les écoutez pas, hein, franchement. Non, les écoutez pas. Le syndrome de l'imposteur pour toi, c'est du bullshit. Je pense qu'il existe. Je l'ai vécu, hein, aussi. Mais je pense qu'on se regarde un peu trop le nombril parfois sur ce syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il existe, mais je pense qu'il faut pas y accorder trop d'importance. On est tous merveilleusement compétents sur plein de domaines et plein d'enjeux. Et le syndrome de l'imposteur, il débarque au moment où tu ne sais plus faire la liste de tes talents, de tes compétences et de tes envies, je pense. Donc, si on se regardait un peu moins le nombril lorsqu'on doute, le syndrome, il serait beaucoup moins présent et on se dirait juste, ok, je fais mon taf, je vis ma journée et demain on verra si j'ai réussi ou pas et on verra si j'ai une autre idée. Donc, on est des imposteurs, mais on est aussi un peu trop auto-centré, je trouve.
Bah, ça rajoute à ce que tu as dit, en fait. Il faut y aller et tu testes et t'expérimentes, en fait. Après, Ah ouais, enfin, à part les chirurgiens, je vois pas quel métier ça pourrait être un peu compliqué, tu vois. mais même chirurgien, hein, on voit tous les casques de réalité virtuelle et tout, je suis sûr que dans le futur, ça pourrait être fou. Hein. Mais Enfin, carrément, bref. carrément, faudrait demander aux chirurgiens ce qu'ils en pensent sur. Mais du coup, les conseils, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur sur une table d'opération? Moi, ça serait drôle de leur poser la question. Je leur dis, vous pensez pas que vous reconnaissez un peu trop le nombril, vous, chirurgienne, là, personne les plus payée du monde et les plus merveilleusement compétente que tout le monde loue? Ce serait rigolo que tu leur poses la question. Génial. Ok, est-ce que tu as une question à moi ou une question que j'ai oublié de te poser? Non, mais moi, je peux t'en poser une. Vas-y, Toi, comment tu aimes travailler en tant que Scrum? on se rend master. Mais vraiment, me parle, enfin, tu peux me dire que tu aimes bien travailler en écoutant du death metal ou en mangeant des pâtisseries à pistache, hein. C'est vraiment. Ah, moi j'aime bien les gens, tu vois. C'est pas du bullshit et c'est aussi mon point faible. C'est que en tant qu'introverti, tu vois, moi je suis à l'écoute, tu vois. Mais tu vois, introverti, ça veut pas dire timide, je préfère rester dans mon coin seul. Non, non. C'est juste que j'aime bien les gens. De toute façon, j'aime bien le contact, mais ça me prend de l'énergie, tu vois. Ça me prend de l'énergie, tu vois. Parce qu'à chaque fois, on se dit, ouais, introverti, le gars, il est timide, il prend pas la parole. Ou... Non, non, c'est pas ça. Moi, je vais vers les gens et en plus, c'est des problèmes. Je vais aller emmerder certains managers ou certaines personnes d'équipe, tu vois. J'y vais franco, tu vois. Mais ouais, c'est que les gens savent pas que ça m'épuise, tu vois. Ça m'enlève de l'énergie. Et ça fait que quand je rentre le soir ou même le week-end, tu vois, j'ai besoin de passer du temps seul, en fait, tu vois. Et tu sais justement, c'est quoi les éléments ou les outils qui te ressourcent? Bah déjà bien se connaître, bien se connaître, tu vois, et savoir dire non, non, tu vois. Quand j'ai des semaines où vraiment j'ai eu plein d'échanges avec plein de personnes, voilà, durant la semaine, bien, petite victoire ou défaite, tu vois. Bah déjà la capacité de dire non un vendredi soir, un samedi, et c'est ok, tu vois. Alors qu'avant, j'acceptais tout, tu vois, parce que peut-être que j'avais pas confiance en moi ou je m'étais dit, bah, ce que tu as dit, «Ah, je vais pas décevoir cette personne-là, donc je vais y aller», alors que non, je suis déjà carbo, j'ai besoin de récupérer, tu vois? Et ça, j'avoue, j'ai mis des années à connaître. Donc comment j'aime bien travailler? Bah, oui, j'aime bien les malgré, tu vois, ce défaut que j'ai transformé justement en qualité, tu vois? En me connaissant mieux, tu vois? Donc j'aime bien aller vers les gens, tu vois? Et passer du temps avec eux, tu vois? Et au départ, tu vois, avant, j'étais développeur, donc je connaissais pas l'agilité, je connaissais pas tout ça et tout. Donc j'ai appris sur le terrain et en continuant d'apprendre, hein, amélioration continue. Hein. Et au départ, tu vois, j'étais toujours en mode ah ça va pas, ça, tu vois, l'équipe, il y a un point faible ou il y a un pain point, tu vois. Mais en fait, au fur et à mesure des années, tu vois, et des mois, tu vois, en fait, faut mettre en avant les points forts de l'équipe, en fait. Et après, c'est à eux de voir. Déjà, s'ils voient pas le problème, tu leur dis, il y a un problème, déjà tu parles d'équipe, tu vois? Et c'est valable aussi pour un manager, tu vois? Si tu pointes tout le temps les erreurs ou les trucs qui vont pas et que tu parles jamais des points forts, tu vois? Tu perds les gens. Et ça, tu vois, j'ai appris, au fil des mois et des années, tu vois? Et c'est super important. C'est super important parce que, moi, j'ai la conviction que les équipes qui dépotent, bah, c'est les équipes justement qui ont créé leurs propres règles, en fait. Tu vois? Elles ont créé leurs propres règles et moi ou un majeur, ils sont là pour dire, OK, là, il y a peut-être un point d'amélioration. On s'était dit quoi sur ce process, sur cette manière de fonctionner? Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on fonctionnait comme ça. Si ça marche pas, bon, on arrête, tu vois, et on améliore. Et si ça marche, ah bah ouais, c'est vrai qu'on avait dit qu'on marchait comme ça et il faut qu'on continue, tu vois. Et ça, c'est une des facettes de mon métier, tu vois, que j'adore, tu vois. Parce que forcément, il y a des périodes où ça va pas, tu vois. Enfin, quand il y a de la politique ou quand il y a des recherches du coupable, parce qu'on va pas cacher ça. C'est pour ça que je voulais aborder ce thème avec toi. Le thème de la politique? Non, le thème de ce podcast, tu vois, comment tu gères un peu les conflits ou les méthodes de travail bah, des majeurs où tu es en conflit avec eux, tu vois. Je pense quand même que le conflit, déjà, si tu arrives à dissocier ton ego personnel de ton ego ou de ton ambition professionnelle au taf, si on faisait tous ces exercices un peu quotidiennement, on serait beaucoup plus apaisé pour collaborer avec les gens, aller au travail, se comparer, parce que parfois c'est aussi sain de se comparer aux autres, tu vois. Mais parfois on a tellement peur de se faire juger que l'ego, ça nous rassure de ouf et il est là pour prendre soin de nous, quoi. Mais c'est aussi... il y avait une de tes questions, c'est quoi ta plus grande addiction? Je vais te répondre le sucre, mais je crois que c'est mon ego. Je crois que notre plus grande addiction, c'est l'ego d'ailleurs. On a besoin pour se rassurer, on a besoin aussi pour briller en société lorsqu'on a un petit doute, on n'est pas très à l'aise. Et je crois que l'ego, c'est très bâtard. C'est très, très bâtard. Il faut apprendre à vivre avec, mais il faut aussi surtout apprendre à le têche, quoi.
On n'est pas là pour vomir notre ego. Ouais. J'aime beaucoup ce que je te dis. Non, mais t'as raison, tu vois. Moi, je te prends un exemple simple sur l'ego, tu vois. Regarde LinkedIn. Moi, je poste depuis un an sur LinkedIn. Au départ, je voyais le compteur de likes, je comptais le compteur de vues, tu vois. Et tu vois, c'est devenu un jeu, tu vois. Je regardais ça, les personnes. Après, j'ai dit, arrête tes conneries, c'est bon. En fait, c'est scientifique, tu vois. C'est des gens qui ont créé une appli, être addict, et c'est pas ça, tu vois. Et justement, sur LinkedIn, si tu crées des posts en cherchant toujours le viral ou en cherchant justement, tu nourris l'ego, mais tu nourris rien en fait. Enfin, l'important, c'est de partager et apporter de la valeur, tu vois. Et si tu cherches des trucs virals, si c'est de nourrir ton ego, je vois des gens, tu vois. Enfin, je m'en serais pas, mais tu es en train de mentir, tu vois. Enfin, t'es juste là pour énerver les gens et avoir l'interaction, tu vois. Et c'est pas ça. Alors que voilà, si t'apportes de la valeur aux gens, et même si c'est 2 ou 3 personnes, hein, c'est OK, tu vois? Ça fait super plaisir. Mais t'as raison sur l'ego, il y a pas, tu vois, j'utilise LinkedIn, mais j'ai aussi, le sport. Je trouve que le sport, c'est peut-être un des meilleurs exemples ou activités où ton ego peut être apaisé. Je trouve quand même. Parce que c'est plus naturel dans le sport de se questionner sur ses performances sportives propres à l'activité et pas aux performances de moi en tant que personne. Qu'est-ce que je vaux dans ce sport? Parce que c'est ton corps, c'est, je sais pas, ton métabolisme, ta respiration, ta capacité à t'élancer ou autre. Et je trouve que souvent le sport, il est assez sain pour ça. Parce que c'est dans une optique de performance et pas d'égocité. Ça dit égocité? Je sais pas, mais c'est un super exemple. Moi, j'ai toujours fait du tennis de compétition depuis tout petit, tu vois? Et à chaque défaite, tu sais, en tournoi, ça me minait, en fait, tu vois? J'avais l'ego, tu vois? Ça me minait, mais ça me minait pas dans le sens, ouais, j'ai perdu. Des fois, je vais le dire honnêtement, hein, ouais, le gars en face, il est moins bon que moi. Enfin, comment j'ai fait pour perdre, tu vois? Et tu commences à te fouetter, tu vois? Ouais. Mais ça, c'est l'ego, tu vois? Enfin, bah non, t'as perdu, tu vois? Le gars était meilleur et oui, bah, tu peut être merdé, mais enfin, accepte, tu vois? Enfin, dis pas que l'autre, il méritait pas ou tu vois? Tu inventes des trucs, tu vois? Et c'est marrant, est-ce que tu dis ça? Parce que pendant des années, je crois que j'ai toujours détesté le tennis au final, tu vois? Et non, mais c'est vrai. Et toujours cet esprit de compétition et toujours l'ego. D'un côté, c'est bien parce que ça m'a permis d'affronter et d'être un peu autonome avec moi-même, tu vois? Parce qu'on va passer le reste de notre vie avec soi-même, tu vois? Donc il faut s'apprécier un minimum, sinon Ouais. c'est super dur, Ça tu va vois? s'apprécier aussi. Mais une fois que, tu vois, plus d'années ont passé, j'avais plus le temps, le travail et tout, j'ai arrêté la compétition, tu vois? Et que j'ai repris le tennis en tant que hobby, tu vois? Bah, c'est là où j'ai commencé à mieux apprécier le tennis, tu vois? Après, j'ai repris le tournoi, tu vois? Mais tu vois, c'est plus pareil. J'ai repris le tournoi parce que voilà, je voulais m'entraîner, j'avais un objectif, tu vois? Mais toujours détaché du résultat. Mais c'est ça, en fait, c'est détaché du résultat, en fait. Avant, j'étais focalisé sur la victoire, tu vois? Et quand ça allait pas, bah, l'ego prenait un coup et ça me minait, en fait. Enfin, je sais pas si c'est parlant comme exemple. Ouais, non, si. Bon, moi, j'ai jamais fait de tournoi ou d'affrontement de club, mais je suis tombée amoureuse de sport en même pas 3 séances. Hein. Et maintenant, j'ai plus envie d'en faire. Tu vois, je suis tombée amoureuse d'escrime il y a pas longtemps. Mais là, maintenant, je découvre l'escalade et je veux plus faire d'escrime. Mais ça me nourrissait réellement en termes, pas en égo, tu vois, mais en confiance en moi. Parce que c'était un sport que je maîtrisais pas. C'est un sport aussi où je suis nulle en escrime. Et je me fais mal en plus, je me blesse et mon corps a des marques. Et psychologiquement, c'est dur de voir tes défaites vraiment je crée sur ton corps, mais j'étais très fière de moi de me dire ok, j'ai quand même pas je suis allée jusqu'au bout, mon corps est pas encore capable, mais je le nourris, je lui donne du temps et surtout je kiffe y aller. Pareil pour l'escalade, hein, pareil pour n'importe quel sport, mais moi j'ai réussi à dans le sport, et j'ai un énorme ego, hein, mais j'ai réussi vraiment dans le sport à l'adoucir, à me dire c'est pas ton moment là, donc pas de me laisser tranquille, parce que le sport ça me permet à moi de me reconnecter avec mon corps, mes capacités et mes envies. Et faire des trucs de ouf avec mes muscles et tout ce que tu veux. Et je trouve ça super sain. Mais je parle à mon ego, hein. Mais, mais voilà. Et d'ailleurs, j'espère que là, dans les termes que j'ai employés, ils n'étaient pas trop violents pour certaines personnes dans le podcast, notamment sur la question du syndrome de l'imposteur. Mais je pense vraiment qu'on se regarde sur le nombril. Et notre nombril, il est pas si intéressant. C'est quoi que t'aimes bien dans l'escalade pour finir? Parce que là, on a super débordé, mais c'est pas grave. Parce que moi, tu vois, l'escalade, ça m'intéresse, tu vois. Et c'est quoi que t'aimes bien dans l'escalade, justement? Bon, j'aime bien me dire que je peux m'accrocher au mur et me mettre dans des positions cheloues. Vraiment, c'est ça. Et hier, j'avais fait une prise que je n'arrivais pas à faire depuis 3 séances. Et ben, je peux t'assurer que maintenant, je vais la refaire tous les jours dès que j'arrive à la salle pour me dire, ouais, mais ça, je sais faire maintenant. Et ton corps, il oublie pas. C'est aussi cool. C'est que c'est comme un des sports. Bon, j'en ai pas fait tellement, donc je suis peut-être pas légitime à dire ça, mais c'est un sport cool pour te faire prendre conscience que ton corps a vraiment une mémoire. Et je trouve qu'on pour gagner confiance en toi,
c'est très précieux parce que les moments où tu as galéré pendant très longtemps sur des prises ou autres, comme ton corps, il connaît la chorégraphie. Quand tu les refais, t'es genre, waouh, j'ai débloqué un niveau là, c'est ouf. Et l'apprentissage corporel, la mémoire du corps, c'est très fort et je sais pas, dans nos métiers aujourd'hui, en tout cas dans le design ou la tech, tu vois, l'agilité, la pédagogie, on n'emploie pas assez le corps. Et c'est un allié en termes de santé mentale, d'amour et tout. On n'est pas assez amoureux de son corps aussi. On est trop intéressé par l'ego, on n'a pas assez nos corps et on a peur de décevoir les gens. Mais c'est atroce d'être être humain. Atroce. C'est très dur. C'est douloureux même. Voilà pour la fin. Ça marche, Anaïs. Si on veut discuter avec toi ou travailler avec toi, comment on fait pour te contacter? Tu tapes Anaïs Texier designer sur LinkedIn et tu vas me trouver très facilement. Ça marche. Écoute, on a super débordé, mais ça me va, tu vois, parce que je sentais qu'on partait sur un autre terrain et franchement, j'ai vachement apprécié notre échange. Et je pense que tu repasseras. Okay, si ça te va. Réciproquement, vas-y, on repasse, c'est qu'on reparle de l'ego avec plaisir. Oui. Et non, c'est trop cool, trop content d'être là. S'il y a des réactions sur le podcast, totalement disponible pour y répondre ou réaborder certains sujets. Génial. C'est pas grave, je ne me vexerai pas du tout. Super. Merci à toi. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.